Nous sommes à la rencontre sur une terrasse de café de Luchon, pour ne pas la nommer le Bellevue, en compagnie de Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Christian. Et nous allons parler d'un sujet bien particulier, qui a beaucoup d'attrait, c'est la méditation. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage dans la mesure où vous la pratiquez, cette méditation? Alors effectivement, je la pratique depuis quelques années maintenant. Alors effectivement, la méditation, on ne se lève pas un matin en se disant tiens, je vais pratiquer de la méditation parce que j'ai vu un reportage ou j'ai lu un article. La méditation, c'est un besoin qui naît, je crois, dans nos vies un peu chaotiques. Il arrive un moment où elles prennent un tournant, où on a besoin de s'interroger, de prendre un peu de recul. Et je pense que le besoin de méditer, il naît à partir de cet instant, de ce moment. Alors ça peut être un moment difficile, je ne sais pas, ça peut être une rupture, ça peut être un changement de vie lié à l'emploi ou à l'accident, enfin une multitude de choses qui viennent nous remettre en question. Des événements du quotidien? Des événements du quotidien que nous vivons tous plus ou moins difficilement. Voilà, en ce qui me concerne, la méditation, l'envie ou le désir de connaître ce qu'il en était, il est venu un beau matin parce que bon, il y a eu une rupture dans ma vie et voilà, j'ai eu besoin de me recentrer sur d'autres aspects. Et le hasard est venu à mon secours puisque à un moment même où je m'interrogeais fortement sur ma profession qui à l'époque était porteuse, quoi. Je gagnais honnêtement ma vie, tout allait plutôt bien financièrement, mais j'ai eu besoin de me questionner pour savoir en fait qu'est-ce que je cherchais vraiment, qu'est-ce que c'était la vie et pourquoi on était là, d'où venons-nous, où allons-nous, les questions existentielles Habituelles. Oui. Et donc pour revenir à ce hasard, j'ai eu l'occasion par rapport à une relation de rencontrer quelqu'un qui pratiquait le bouddhisme. Dans sa spécialité, le bouddhisme lamaïste, ou tout au moins le bouddhisme tibétain. Il m'a convié à un rendez-vous sur les hauteurs des Alpes où il y avait un grand maître tibétain qui faisait une initiation. J'y suis allé en novice, quoi. Je suis allé en curieux. Et dès lors, de par cette expérience, j'ai eu besoin d'aller un peu plus loin, de gratter. Alors pour en revenir à la méditation, la méditation c'est un peu comme je dirais muscler se muscler. Hein, on ne décide pas d'acheter des haltères et faire des exercices un peu anachroniques. Non, quand on est un petit peu sensé, eh bien on prend quelqu'un qui va nous diriger, qui va nous dire, qui va nous orienter, qui va nous conseiller. Et pour la méditation, c'est un peu pareil. Quand on veut aborder la méditation, il est très délicat de l'aborder de façon un petit peu isolée. Hein. Le mieux, c'est de prendre ce que j'appellerais un maître de méditation, alors qu'il n'est pas forcément un maître tibétain ou un maître du zen. Il y a des gens qui ont pratiqué la méditation et qui sont à même d'en donner des conseils, des directives pour justement débuter. Voilà, en ce qui me concerne, donc je le répète, un beau matin, j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître tibétain et j'ai commencé à suivre ce fil. Et comme pour la musculation, parce que je pense que c'est un bon exemple, on ne regarde pas ses muscles se développer comme ça du jour au lendemain. Il faut du travail, et on le sait, c'est un exercice qui se perpétue dans le temps et qui va vers une progression. Alors forcément, à un moment, on commence à mesurer un petit peu le développement. Pour la méditation, c'est sûrement moins rapide que pour le corps humain. Voilà pour ce qui est comme introduction à la méditation. Est-ce que c'est un exercice de respiration, par exemple? Absolument. Tout est basé sur la respiration.
La méditation, c'est un positionnement de soi par rapport justement à cette respiration, à ce va et à ce vient. C'est-à-dire qu'on se concentre sur ce flux et sur ce reflux. Donc effectivement, l'analyse du souffle, la prise de conscience de la respiration est fondamentale. Au-delà de ça, après, c'est très pointu. Enfin, très pointu, je mesure mes mots. Bon, il y a des préceptes après. Voilà, il y a des préceptes. Il ne faut pas en attendre une transformation, un résultat extraordinaire dans une brève expérimentation. La méditation, c'est quelque chose de très diffus dans le temps. Hein. Et justement, ce n'est pas une pratique intellectuelle. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à méditer comme on apprend à, je ne sais pas moi, à souder, à creuser, à faire la cuisine. C'est une expérience. C'est quelque chose d'expérimental. Il faut vivre une expérience. Et cette expérience, c'est avant tout une expérience intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réflexion, justement pas une réflexion intellectuelle. La grosse difficulté à méditer, justement, ou à apprendre à méditer, c'est de ne pas justement se questionner. C'est pas dire oh, là je suis bien, oh, là je suis mal. Non. On n'est plus dans l'expérience quotidienne de la réflexion et du questionnement. On est dans une intériorisation du soi. Est-ce que vous surfez sur une vague? Il n'y a pas d'action dans la méditation. Pas du tout. Il y a un mouvement. Oui. Dans la méditation, il n'y a pas de mouvement. En fait, la méditation, c'est une expérience qui nous mène à une certaine rupture. Une rupture avec la pensée quotidienne. Vous, moi et tant d'autres, tous les jours, quand nous sommes seuls, par exemple, même quand nous ne sommes pas seuls, mais quand nous sommes seuls, nous parlons à nous-mêmes. Là, nous avons des questionnements. La plupart du temps, nous nous tutoyons. Tiens, j'irais bien boire un café. La question c'est, qui est-ce qui m'invite à prendre à moi un café? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui habite cette enveloppe humaine? Voilà une des questions fondamentales. Et la méditation, c'est apprendre justement à retrouver l'essence de soi. Ce tu qui me parle, ce tu qui me questionne, celui avec qui j'entretiens un discours quotidien, eh bien, c'est l'ego. C'est cet ego qui nous domine et qui nous porte vers des questionnements, des prises de position, des décisions. Tiens, j'achèterais bien ce projet. Tiens, si je partais en voyage. Et tiens, si je m'accompagnais avec tel ou tel... Non. L'ego, il est là pour nous disperser dans nos pensées. Et la méditation, c'est justement nous ramener en nous pour aller chercher la véritable nature de notre esprit, qui n'est pas celle de l'ego. L'ego, c'est cette façon un petit peu, comment dirais-je, qui nous dissipe, qui nous amuse, qui nous entraîne. La vraie nature de l'esprit, elle est à l'intérieur, elle est enfouie, elle est bloquée par cet ego qui nous domine. La méditation, c'est justement essayer de mettre l'ego de côté pour mieux pénétrer cette véritable nature de l'esprit. Alors dans mon domaine, moi j'appellerais ça la petite voix. Alors, la petite voix ou la moyenne voix. Alors dans le bouddhisme, si on s'en ramène au bouddhisme, il y a plusieurs voies. Hein, qui vous remet en question, qui vous remet avec vous-même, qui vous recentre. Qui nous ressentent, voilà. Oui, c'est une recherche intérieure. Hein. Alors on ne peut pas lui donner des mots. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et puis qui me disent en fait, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'il y a à trouver?
c'est une question qu'on ne peut pas répondre brutalement. Hein, tu vas trouver ci ou tu es à la recherche de ça. Est-ce que le commun des mortels a l'habitude justement, ou n'a pas pris conscience, de devoir se parler à lui-même? Oui. En fait, cette façon de se parler au quotidien à soi-même, on le fait naturellement sans vraiment se poser la question qu'on est en train de parler à quelqu'un. C'est une expérience. Il ne se passe pas un instant dans notre vie, même dans nos rêves, où on ne soit pas en dialogue avec soi-même. On peut tous en faire l'expérience, même si on n'en est pas conscient, on s'assoit, on s'arrête quelques minutes et on s'aperçoit que les pensées sont là, elles viennent, elles se succèdent, sans vraiment de liaison les unes avec les autres. Que je pense par exemple à prendre un café, dans la seconde qui suit, tiens, ma tante ne m'a pas appelé, j'aurais dû passer au commerce, chercher des fruits et je ne sais quoi. Il y a une succession de pensées qui obstruent notre esprit, qui se succèdent rapidement, sans avoir de lien entre elles. La plupart du temps, il n'y a pas de lien. C'est des sauts de puce comme ça, on saute d'une idée à une autre, ou d'une pensée.